Avez-vous entendu parler de Thacker Pass dans le Nevada? Probablement pas, mais vous devriez. Il y a ici quelque chose de si précieux que le gouvernement américain a investi environ 2,26 milliards de dollars pour l'obtenir. Non, ce n'est pas du pétrole. C'est un peu démodé, n'est-ce pas? C'est du lithium, le nerf de la guerre des véhicules électriques, des smartphones et du stockage d'énergie renouvelable. L'or blanc, pour ainsi dire. Et l'extraire avec succès de Thacker Pass pourrait peut-être bouleverser l'équilibre mondial des puissances. Mais tout d'abord, pourquoi ici? Pourquoi Thacker Pass? Eh bien, il est situé au bord de ce qu'on appelle la caldeira de McDermott. Il y a des millions d'années, un supervolcan a explosé. Le sol s'est effondré, formant un cratère géant. Au fil du temps, l'eau s'est accumulée à l'intérieur, formant un lac peu profond. Les cendres volcaniques et les roches des falaises environnantes se sont lentement érodées dans le lit du lac, emportant avec elles toutes sortes de minéraux, dont le lithium. Alors que le lac s'asséchait, ces minéraux sont restés, formant des couches épaisses d'argile riches en lithium. Et pendant des décennies, cela est resté là, intact. Mais maintenant, avec l'intérêt pour les véhicules électriques qui est à son maximum, cette région du Nevada est soudainement devenue l'une des pièces les plus importantes de l'échiquier énergétique. Les ions de lithium sont minuscules, rapides, excellents pour transporter la charge électrique à l'intérieur d'une batterie. Pensez-y comme à une partie de ping-pong qui se déroule là-dedans. Lorsque vous chargez votre téléphone ou votre ordinateur portable, les ions de lithium se déplacent rapidement d'un côté de la batterie à l'autre. Lorsque vous utilisez votre appareil, ils rebondissent dans l'autre sens, créant ainsi l'énergie qui maintient votre écran allumé. Mais le meilleur, c'est que ce processus peut durer très longtemps, parfois 15 ans ou même plus. C'est pourquoi le lithium est parfait pour les objets que nous rechargeons sans cesse, comme les smartphones, les ordinateurs portables, les voitures électriques et même les énormes réseaux électriques. Les autres métaux, ils sont souvent plus lourds, plus lents ou s'usent plus rapidement. La légèreté du lithium, sa rapidité de mouvement et son efficacité incroyable en font le choix incontournable pour notre monde moderne, toujours en marche. En ce moment, le monde ne peut pas se passer du lithium. Grâce à l'explosion des véhicules électriques et à l'engouement mondial pour l'énergie propre, la demande est en forte hausse. Rien que l'année dernière, l'utilisation mondiale de lithium a bondi de près de 25%. Et la courbe ne fait qu'augmenter. D'ici 2030, la demande pourrait quadrupler, et elle ne fera que croître par la suite. Les véhicules électriques sont à l'origine de la plupart de ces changements. Environ 85% de tout le lithium produit est utilisé dans les batteries, principalement pour les véhicules électriques. Avec le déclin des voitures à essence, chaque constructeur automobile s'efforce de sécuriser son approvisionnement en lithium. Mais il ne s'agit pas seulement des voitures. Nous avons également besoin de lithium pour les smartphones, les ordinateurs portables, les montres connectées, les tablettes, les outils électroportatifs, les drones et le stockage d'énergie de secours pour les maisons et les villes. Fini de tirer de longs câbles sur votre pelouse lorsque vous tondez votre gazon. Et n'oublions pas les fermes de batteries qui sont construites à côté des fermes solaires et éoliennes. Toutes dépendent du lithium pour stocker l'énergie excédentaire lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas. Ainsi, le problème est le suivant. Nous allons avoir besoin de beaucoup plus de lithium que ce que nous produisons actuellement. Mais ce n'est pas le seul problème. Même si un pays a du lithium dans le sol, cela ne signifie pas qu'il contrôle la chaîne d'approvisionnement des batteries. L'extraction n'est que la première étape. Ensuite, le lithium doit être transformé en matériaux de qualité pour les batteries, et en ce moment, la Chine domine cette étape, en raffinant environ 70% de l'approvisionnement mondial. Lorsque les États-Unis, le Chili ou l'Australie l'extraient, il finit souvent par passer par des installations chinoises, avant d'atteindre une usine de batterie. C'est un point faible stratégique. Si le commerce mondial est perturbé pour des raisons géopolitiques, maritimes ou autres, toute la transition vers une énergie propre ralentit. C'est un peu comme cultiver ses propres grains de café, mais avoir besoin de quelqu'un d'autre pour les torréfier et les infuser. Vous êtes toujours dépendant, mais simplement à un autre stade du processus. C'est pourquoi les États-Unis ne se contentent pas de rechercher davantage de lithium. Ils veulent que l'ensemble du processus, de l'extraction à la production des batteries, se fasse ici même, chez eux. Et Thacker Pass pourrait être une grande pièce de ce puzzle. Avec un prêt de 2,26 milliards de dollars du gouvernement fédéral, ce n'est pas seulement un site minier, c'est un essai pour ramener des opérations énergétiques importantes aux États-Unis. Si cela fonctionne bien, l'Amérique ne se contentera pas de rattraper son retard. Elle pourrait être pleinement dans la partie. Alors, qu'est-ce qui distingue Thacker Pass des autres sources de lithium? Un mot? L'argile. La plupart du lithium provient de mines de roches dures en Australie,
ou de champs de saumure salés en Amérique du Sud. Ces méthodes sont bien établies. Mais ici, le lithium est enfermé dans de l'argilite, un mélange de cendres volcaniques anciennes compressées sur des millions d'années. Ce type de dépôt est rare et beaucoup plus difficile à traiter. Extraire le lithium de l'argile signifie habituellement le cuire à des températures extrêmement élevées, ou le plonger dans des bains d'acide, ce qui n'est pas exactement bon marché ni écologique. Mais si Lithium Americas réussit, cela pourrait ouvrir une toute nouvelle forme d'exploitation du lithium. Non seulement ici, mais à travers tout l'ouest des États-Unis. Les premières estimations indiquent que Thacker Pass pourrait contenir suffisamment de lithium pour alimenter des millions de véhicules électriques pendant des décennies, constituant possiblement le plus grand gisement en Amérique du Nord. C'est pourquoi ce projet est important. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir du lithium, il s'agit de prouver que l'extraction à base d'argile peut fonctionner. Si cela fonctionne, cela ouvre une nouvelle source d'approvisionnement domestique. Si cela ne fonctionne pas, les États-Unis restent coincés dans le même cercle. Extraire un peu de lithium, mais l'envoyer quand même à l'étranger pour être raffiné et rester dépendant. D'un autre côté, si Thacker Pass atteint sa pleine capacité de production, cela ne changera pas seulement le lieu d'approvisionnement des États-Unis en lithium. Cela pourrait remodeler toute la région. La mine devrait fonctionner pendant 40 ans et pourrait devenir l'un des plus grands projets industriels du Nevada. Cela signifie des emplois. Beaucoup d'emplois. Les prévisions indiquent que près de 2000 personnes pourraient être employées. Sans oublier l'effet d'entraînement, logements, écoles, routes, hôpitaux et services de soutien. Les économistes appellent cela l'effet multiplicateur. Une mine signifie plus d'emplois locaux, serveurs, enseignants, commis d'épicerie. Toute la ville en bénéficie. Dans une région rurale comme le comté de Humboldt, c'est un aspect important. Et cela ne s'arrête pas là. Avoir un approvisionnement domestique signifie que les prix restent plus stables, que l'approvisionnement est plus sécurisé, et que nous pouvons accroître la production de véhicules électriques et de batteries dans tout le pays. Ce qui n'était autrefois qu'un trou dans le sol se transforme en un trésor national pour l'énergie, l'emploi et l'indépendance. Vous pensez toujours que je dramatise tout ça? Parlons argent. Le département de l'énergie des États-Unis vient de lancer l'un de ses plus gros prêts pour l'énergie propre, 2,26 milliards de dollars, pour démarrer Thacker Pass. General Motors investit 650 millions de dollars pour obtenir un accès anticipé au lithium dont ils ont besoin pour leurs véhicules électriques, ce qui en fait leur plus gros investissement dans les matières premières de tous les temps. Tesla a déjà mis en place une raffinerie de lithium au Texas afin de supprimer les intermédiaires. Même ExxonMobil se lance dans l'aventure, prévoyant de commencer la production de lithium d'ici 2027 et visant à devenir un important fournisseur aux États-Unis d'ici 2030. Quand les géants du pétrole, les constructeurs automobiles et le gouvernement misent tous sur le même pari, ce n'est définitivement pas seulement une tendance, c'est un véritable changement. Alors, que se passe-t-il si cet engouement pour le lithium rencontre un obstacle? C'est possible. Le lithium est une ressource limitée. Mais l'avenir ne repose pas uniquement sur l'exploitation minière. Le recyclage des batteries s'améliore rapidement. Certaines analyses vont même jusqu'à prévoir que le recyclage futur pourrait récupérer jusqu'à 90% du lithium et de nouvelles technologies le rendent moins coûteux et plus propre à réaliser. En théorie, un jour la batterie déchargée de votre téléphone pourrait alimenter la nouvelle voiture de quelqu'un. Et il y a de nouvelles technologies de batteries à l'horizon. Les batteries à l'état solide, les batteries au sodium-ion et les batteries thermiques y sont toutes en développement. Elles ne sont pas encore prêtes à remplacer les batteries actuelles, mais elles arrivent. Donc non, nous ne faisons pas face à une apocalypse du lithium. Mais nous sommes engagés dans une course pour exploiter plus intelligemment, recycler mieux et prévenir d'éventuelles pénuries. Pour l'instant, le lithium est toujours aux commandes. Quelque part dans le désert du Nevada, il y a un chantier poussiéreux qui pourrait bien façonner l'avenir. Pas seulement celui des batteries, mais aussi de l'énergie mondiale, de la fabrication et de l'indépendance. Thacker Pass ne concerne pas seulement l'extraction de métaux. Il s'agit de bouleverser la chaîne d'approvisionnement, de donner un coup de pouce à l'économie et de s'engager dans le domaine des technologies propres. Si tout se passe bien, cette parcelle de terre pourrait alimenter des millions de voitures et contribuer également à énergiser le pays. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir. Il y a quelques années, en 2019, les habitants d'Australie discutaient avec enthousiasme d'une vieille idée. Utiliser l'excédent d'eau de crue du nord du pays pour aider les régions arides à l'ouest et au sud. Ce projet portait le nom de New Bradfield Scheme. Il avait vu le jour pour la première fois dans les années 1930.
L'idée consistait à capter l'eau de crue du nord et à la déplacer vers le sud et l'ouest. Mais le plan initial n'a jamais véritablement vu le jour. Au fil des années, de nombreux experts ont affirmé qu'il ne fonctionnerait pas. Ils pensaient que c'était trop cher et trop compliqué à construire, même si cela pouvait potentiellement aider à résoudre les problèmes de sécheresse dans les régions arides du Queensland. L'idée originale était loin d'être neuve. C'est un ingénieur nommé John Bradfield qui y avait pensé. Il voulait pomper les eaux de crue des rivières du nord du Queensland afin de les acheminer vers l'intérieur, jusqu'au lac Eyre, l'un des endroits les plus arides d'Australie. Il avait prévu d'utiliser des barrages, des pompes, de très gros tuyaux et même des tunnels pour transporter toute cette eau au-delà de la Great Dividing Range, une chaîne de montagnes australiennes. Le plus grand barrage aurait porté le nom de Hell's Gate, et Bradfield le voulait 2 fois plus grand que ce qui était initialement prévu. De cette façon, les pompes et la gravité pourraient aider à déplacer l'eau au-delà de la Great Dividing Range. L'eau coulerait vers le sud et contribuerait à irriguer les terres agricoles près de lieux comme Hughenden. Elle modifierait le climat, ferait pleuvoir davantage et transformerait cette terre aride en ferme verdoyante. Finalement, elle atteindrait le lac Eyre et transformerait le désert en une région verte et fertile. Ainsi, l'Australie pourrait produire plus de nourriture, la vendre à d'autres pays et créer davantage d'emplois. Son espoir était que la région devienne ainsi le grand garde-manger du pays. Pendant un certain temps, les gens parlèrent trop beaucoup de son projet, l'idée leur plaisait. Ils pensaient que cela pouvait changer le fonctionnement de l'agriculture. Et certains croyaient même que la nature avait déjà prévu que les terres puissent être remplies d'eau. Le lit des rivières et les lacs asséchés n'attendèrent qu'à être utilisés. Ils disaient même que les pluies tombèrent du mauvais côté des montagnes et que le plan de Bradfield serait une bonne solution. Mais lorsque les autorités se penchèrent sur cette idée, elles découvrirent de gros problèmes. Le principal était que tout cela allait coûter extrêmement cher. De plus, il n'y avait pas assez de scientifiques ou d'ingénieurs pour mener une enquête complète. Le terrain était trop sec et inhospitalier. Personne ne savait si cela fonctionnerait vraiment. Par exemple, quelle quantité d'eau pensait-on pouvoir acheminer? En outre, certaines des mesures de Bradfield étaient incorrectes, notamment la hauteur des barrages. Ainsi, en 1947, le projet fut officiellement abandonné, car, disait-on, même si on parvenait à le mener à bien, cela n'en vaudrait pas la peine. Après tout, même des endroits situés à proximité de l'océan, par exemple certaines régions du Chili, restent toujours extrêmement secs. Donc un grand lac ne donnerait pas forcément plus de pluie. Et pourtant, en 2019, un parti politique a relancé l'idée, avec une version mise à jour, qu'on a baptisée le New Bradfield Scheme. Il voulait réessayer le projet, mais avec quelques modifications pour le rendre plus performant. Leur plan comprenait les étapes suivantes. Prendre de l'eau des rivières South Johnstone, Tully, Herbert et Burdekin. Stocker cette eau en utilisant un grand barrage du nom de Hell's Gate, mais cette fois, ils voulaient que le barrage soit 2 fois plus haut que dans le plan d'origine. Laisser l'eau s'écouler au travers de tunnels, en utilisant la gravité au lieu d'utiliser des pompes, faire passer l'eau sous les montagnes et jusqu'à la rivière Warrego dans le sud du Queensland. Utiliser l'eau pour cultiver des récoltes dans des endroits secs au sud et à l'ouest de Hughenden, une vaste zone, plus grande encore que la Tasmanie, et faire de cette région un immense garde-manger. Ils n'ont toutefois pas indiqué combien coûterait l'ensemble du projet, mais ils ont promis de dépenser 20 millions de dollars pour permettre à l'Agence scientifique nationale d'Australie de vérifier si tout ça pourrait fonctionner. Il s'agissait là de très bonnes idées, mais pendant plus de 80 ans, de nombreux experts n'ont cessé de dire que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? En 1941, Bradfield a dit que son idée coûterait 40 millions de livres sterling. Aujourd'hui, cela représente environ 3,2 milliards de dollars. Et la nouvelle version du plan pourrait coûter plus de 15 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans à réaliser. De plus, les personnes qui se soucient de la nature sont inquiètes. Selon elles, détourner l'eau de son parcours habituel nuirait aux animaux et aux plantes. Parmi les conséquences, le développement, dans des zones où elles sont encore absentes, d'espèces invasives. Cela pourrait en outre perturber les rivières et les océans où vivent les poissons et d'autres animaux. Cela pourrait même nuire aux villes et aux entreprises installées près des côtes et qui dépendent de ces cours d'eau naturels. Néanmoins, certains voulaient vraiment croire en l'idée et pensaient qu'elle valait la peine d'être mise en œuvre, surtout pour aider les agriculteurs et résoudre les problèmes de sécheresse. Cependant, en 2022, le gouvernement a décidé de cesser d'essayer de résoudre le problème de la sécheresse dans l'ouest du Queensland avec le Bradfield Scheme. Les experts ont examiné le plan de près et ont déclaré qu'il ne fonctionnerait tout simplement pas.
Le problème? L'afflux n'est pas assez constant et le projet n'est donc pas réaliste. Apparemment, le coût du nouveau plan aurait dépassé les 30 milliards de dollars, une somme énorme. Vous pourriez vous acheter une flotte de jets privés et de yachts de luxe avec cette menue monnaie. Ainsi, les experts disent donc qu'il faudrait énormément d'eau pour dépenser de telles sommes d'argent, mais il n'y en a tout simplement pas suffisamment. Au lieu d'un grand projet unique, d'autres personnes ont suggéré de réaliser de plus petits projets hydrauliques, plus proches des endroits où se trouve de la pluie et les cascades. Ces projets, qu'on a appelés les mini-réseaux Bradfield, se situeraient à 4 endroits différents le long de la côte du Queensland. L'idée, c'est que ces installations partagent chacun leur eau lorsque certains endroits viennent à en manquer. Des scientifiques ont examiné le plan et sont tombés d'accord. Même si tout se passait très bien, le Bradfield Scheme causerait toujours des problèmes et coûterait beaucoup trop cher, tandis que le projet des mini-réseaux d'eau semble plus plausible. Ils pensent que les zones sèches à l'ouest des montagnes s'en sortiront mieux ainsi, sans le projet Bradfield. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux pour aider ces endroits à se développer et à obtenir de l'eau. Ainsi, le grand projet a été abandonné, et il se tourne maintenant vers des idées plus ingénieuses et plus modestes pour venir en aide aux agriculteurs. Et la question est assez urgente. L'Australie est un endroit extrêmement sec, l'un des lieux habités les plus secs au monde. En période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Cela signifie que les fermes ne produisent pas autant de nourriture, ce qui peut causer de nombreux problèmes. À l'avenir, les sécheresses sont susceptibles de se produire plus fréquemment et d'être plus sévères. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à se préparer dès maintenant. Des experts travaillent aujourd'hui sur un projet portant le nom de Drought Resilience Mission. Ils essaient de comprendre comment mieux gérer les sécheresses à l'avenir. L'un d'eux a calculé combien les sécheresses coûtent réellement à l'Australie. Et ces recherches indiquent à ce que les périodes sèches peuvent nuire à de nombreux secteurs. Les exploitations agricoles, les emplois, les villes, et même l'ensemble du pays. Quand il n'y a pas de pluie pendant une très longue période, certaines villes peuvent effectivement manquer d'eau. On appelle cela un jour zéro. Les arrivées d'eau des habitations sont tout simplement fermées, car il n'y a tout simplement plus d'eau. En 2020, une ville du Queensland, Stanthorpe, a atteint son jour zéro, et 50 autres villes étaient sur le point d'en faire autant. Lorsqu'une telle situation se produit, la seule façon d'obtenir de l'eau est de l'acheminer par camion, et cela coûte extrêmement cher. Stanthorpe a dû recevoir environ 40 camions d'eau chaque jour pendant 1 an et demi. Cela leur a coûté environ 800 000 $ par mois. Au final, ils ont dépensé plus de 14 millions de dollars uniquement pour avoir de l'eau. Heureusement, il a recommencé à pleuvoir et les barrages se sont à nouveau remplis. Mais les autorités travaillent sur des moyens d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Elles veulent que les villes soient toujours prêtes et ne manquent plus jamais d'eau à l'avenir. Parce que la sécheresse ne perturbe pas seulement l'approvisionnement en eau, elle peut aussi nuire à la santé des gens. Quand tout s'assèche, les plantes disparaissent et le sol se dessert. Ensuite, le vent soulève la poussière en d'immenses tempêtes. Ces nuages de poussière peuvent voyager très loin, même jusqu'à des grandes villes comme Sydney. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. L'air était si mauvais que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires couraient de graves dangers. La poussière a détruit des récoltes et même modifié certains aliments, les rendant dangereux pour la santé.